Bonjour et bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy et je parlerai ici sans détour de sujets qui m'animent et me motivent. Je partagerai aussi mon micro avec des personnes aussi géniales qu'inspirantes, afin de nous faire réfléchir et évoluer. Bref, tout un programme pour être pleinement épanoui et en accord avec soi. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, pour ce nouveau podcast, j'ai la chance de partager mon micro avec une personne que j'affectionne particulièrement, à la fois pour ce qu'il fait au quotidien dans son métier, parce qu'il est l'auteur de 2 livres qui sont absolument géniaux. Donc, Hit, Chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire, et Hit 2, des morts et des vivants. Mais aussi, et peut-être même surtout, pour l'homme qu'il est, pour son authenticité, pour sa vulnérabilité, pour son parcours. J'ai nommé Gilles Lartigot. Bonjour Gilles. Bonjour Joy. Merci pour cette présentation. En fait, je ne sais pas ce que tu vas dire, parce que là, on est en direct. Ouais, c'est ça, tu découvriras. Alors, j'ai voulu que tu interviennes pour que tu nous parles un petit peu du fait de mettre les gens dans des boîtes, comme tu l'abordes dans ton livre, mais en priorité pour que tu nous parles de ton parcours. Je parle très peu de mon parcours. Tu le sais, je me suis depuis pas mal de temps maintenant. Ouais. Première fois qu'on s'est rencontrés, c'était au salon Salon vegan à Marseille. Végan à Marseille. Voilà. Exactement. Et là, tu as bien évolué. Je suis ton travail. Je suis très fier de toi. Merci. Et là, tu lances en fait de nouveaux podcasts. Exactement. D'accord. Tu mises sur la voix. Je mise sur la voix, je mise sur les gens inspirants, tels que toi, mais d'autres personnes qui ont des parcours complètement différents, pour qu'on arrive à comprendre comment on arrive à l'épanouissement personnel, à la pleine santé, avec des gens différents, de différents horizons, avec des parcours qui n'ont rien à voir, et surtout qui n'ont pas été mis dans des boîtes ou qui ont envie d'en sortir. Moi, je te remercie pour ce thème. Tu sais, les boîtes, en fait, c'est un texte que je lisais à la fin des premiers show-conférences. Donc, des show-conférences du premier livre, il y en a eu 3 différents. Et je l'ai terminé par ce texte, en fait, des boîtes, où je développe, en fait, la société moderne, voilà, qui nous enferme dans des boîtes. J'ai été inspiré, en fait, par Pierre Rabhi, qui racontait une petite anecdote, justement, sur les boîtes. Hein, à notre naissance, on nous met dans une boîte, ça peut être une couveuse, ensuite on passe dans le landau, ensuite on travaille dans des boîtes, le samedi soir on va en boîte, dans notre caisse, puis souvent voilà on finit dans une boîte, hein, notre dernière boîte. Et donc cette petite histoire m'a inspiré la chronique et puis ce texte que j'ai lu à la fin des show-conférences. Et c'est un thème très intéressant parce qu'aujourd'hui je pense qu'il faut ouvrir les yeux sur la société qui est en train de nous asphyxier. On pense être libre, on est libre hein, de beaucoup de choses, mais on est astreint en fait à payer notre vie. Tu vois, à payer notre vie durant toute notre vie en fait, de notre naissance à notre mort. Tu sais, je m'intéresse beaucoup aujourd'hui au sort des personnes âgées. Les maisons de retraite, je te parle pas de ce qu'on leur donne à manger. Je visite régulièrement Jean, qui est un centenaire, qui lit mon livre, que j'ai rencontré tout à fait par hasard. Et Jean, il a sa danette, à midi au dessert, au goûter, et puis au dîner au dessert. D'accord. Quasiment 3 danettes par jour, plus les petites friandises, du sucre, tu vois. Tout le temps. Et tout le temps, et voilà, et ça représente aussi, c'est les boîtes, quoi. Tu te rends compte, les maisons de retraite, on finit notre vie, on a payé toute notre vie des taxes, en fait. Pour ensuite repayer, parce que les maisons de retraite, c'est intéressant. Ça ne te dérange pas que je parle Non, je t'en prie. On devait parler de mon parcours. Ouais, mais on va y J'y revenir. pense, je digresse beaucoup. Il faudra prévenir tes auditeurs. On sait où on part, on ne sait pas où on arrive, Exactement. mais je retrouve toujours mon chemin. Bon, c'est parfait. Okay. Et donc, tu te rends compte, la retraite moyenne, ça doit être 1 250 € par mois. Une maison de retraite, la moyenne, c'est 2 300 € par mois. Donc en fait, on ne peut même pas, avec notre retraite, qu'on a payé toute notre vie de travail, et plus de 40 ans de labeur, sinon plus, et on n'arrive pas à payer notre maison de retraite. Donc on vend notre patrimoine, notre maison, tout ça, pour ne rien laisser quasiment aux enfants, qui repartent de zéro. Et ça, c'est quelque chose qui me touche.
qui me touche beaucoup parce qu'on on réfléchit pas lorsqu'on travaille, lorsqu'on est dans cette vie active. On pense pas à ça. On pense Moi, pas à ce qu'on fait entre le début de notre vie et la mort. ouais, on aime, on se marie, on fait des enfants, mais on travaille, surtout on travaille pour payer notre vie. Tu vois. Et les taxes sont partout. Il y a une taxe en fait, un impôt, on n'y pense même plus quoi. C'est 20% de tous nos achats. C'est la TVA. 20% de tous nos achats. Et donc voilà, les loyers ont explosé, la femme est obligée de travailler aujourd'hui, donc elle ne peut plus s'occuper du foyer. Ça a complètement aussi déstructuré notre vie actuelle par rapport à ce qu'on vivait avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça a beaucoup d'implications. Tu sais, moi en fait, je suis parti d'un constat sur la nourriture. Oui, Voilà, le départ, c'est ça. le premier livre, c'est ça en fait. Mm. Donc comment je suis arrivé à ce premier livre, c'est ça là, ta Ouais, question? ma Qu'est-ce question que j'ai fait initiale, avant? c'était ça. Est-ce J'ai que fait ce justement... livre, j'avais plus de 40 ans, tu vois, donc Ouais, j'ai travaillé très très tôt en fait. J'ai travaillé à 18 ans, je suis parti à Los Angeles, en Californie, ouais, vivre de la musique, je faisais de la musique. d'accord. Et donc j'ai connu aussi la culture physique là-bas en rencontrant Arnold Schwarzenegger au Gold Gym à Venise, tu vois. Je vois Je te bien. parle de mes années d'or, c'est-à-dire pour moi les années d'or, tu vois, toi t'es trop jeune. Moi c'est les années 80. J'étais même pas née, donc... Ah, ça c'était la blondeur des filles sur les plages de Malibu, les premiers D'accord. seins siliconés. Eh oui, il faut, voilà, Tu vois, c'est pas quand si même. vieux que ça, tu vois. Ça marque un jeune homme, ça, Oui, tu ah bah comprends? oui. Et puis bien sûr, tous ces hamburgers, tu vois, toutes ces chaînes de fast-food. Je me faisais jalouser par mes copains français parce qu'il n'y en avait pas en France à l'époque. Mhm. C'est arrivé après au milieu des années 80. Et donc, là-bas, si tu veux, j'ai fait de la musique, j'ai vécu un petit peu, voilà, de façon bohème, je dirais. Et ensuite, je suis revenu donc en France et là, j'ai travaillé avec mon père. D'accord. Mon père était imprimeur. Euh, il imprimait quelquefois des livres, tu vois. C'est pour ça que je dédicace le premier livre à mon père, tu Ouais, vois, et même les autres, puisqu'il est toujours là. Il est parti il y a 12 ans, il y a 11 ans, en fait, cette année. On va sur la 12e année de son départ. Il est mort d'un cancer, d'accord. d'une récidive d'un cancer. Donc, j'en parle dans le tome 2, tu vois, Mm. des cancers qui ont une récidive avant les 5 ans, parce que malheureusement, si on arrive à être sauvé par la chimio, la radiothérapie, ou même une ablation, une opération de la tumeur, euh, si on ne change rien dans nos habitudes de vie, d'alimentation, généralement, enfin, en grande majorité, le cancer revient. C'est ce qui est arrivé en fait à mon père. Et tu parles justement de ces années d'or. Pourquoi tu appelles ça tes années d'or? Musicalement déjà, parce qu'en fait je faisais de la musique là-bas. J'étais musicien D'accord. et je le suis toujours. Tu Et jouais de j'étais quoi? producteur. À l'époque, c'était. Alors, j'ai appris, j'avais 12-13 ans, j'ai appris la basse parce que j'étais fou dingue de Sting et du groupe Police. D'accord. Donc, oui, je te parle d'une époque où, voilà, tu étais peut-être toute petite. Oui. Voilà. Et donc, le groupe Police, c'est un groupe juste incroyable, fantastique, avec un bassiste hors norme. Et puis, ça m'a donné envie. En fait, l'écoute de cet album, je me rappelle, c'est Regatta des Blancs. C'est le deuxième album de Police. M'a donné envie de pratiquer voilà, de la musique. Et je me suis épanoui, en fait, en tant que musicien. Je suis passé à la guitare. Et donc, enfin, voilà, après, j'ai monté des groupes. J'ai fait aussi du piano-bar. J'ai fait pas mal de choses à la musique. Et j'ai monté un label à la fin des années 90, donc c'était en 99, début des années 2000. Et donc ce label, à l'époque, bon, là, a produit un groupe qui continue aujourd'hui, qui est une des fleurons de la scène métal française, qui s'appelle Dagoba. D'accord. Je te parle d'Agoba parce que cet été, je suis allé au Hellfest, qui est un festival métal Ouais. incroyable, un des plus gros festivals aujourd'hui européen, qui a été monté à l'époque, il y a 12 ans, par un gars qui avait une vingtaine d'années, qui avait une association, qui croyait, tu vois, en ce qu'il faisait. Donc ça aussi, c'est un des messages que je véhicule. Croyez en vos rêves. Voilà, ne rêvez pas votre vie. Mm. Voilà, ne rêvez pas votre vie. Vivez vos rêves. Donc bref, au Hellfest est programmé Dagoba avec Massisteria et tous les plus grands groupes français, donc Gojira. Et j'ai vu mes poulains, parce que moi je les ai connus, ils avaient même pas 20 ans, tu vois, 17 ans le plus jeune dans un petit local à Marseille, tu vois, on a produit leur premier disque et tout, et je les vois jouer, je vois jouer mon ami, parce que je suis assez très proche de Shouter, de Dagoba et des autres membres, et particulièrement de Shouter.
voir le visage de mon ami devant 60 000 personnes, en écran de 20 mètres de haut, 3 écrans géants grands comme un stade, scène La immense, fierté, quoi. mon pote, tu vois, mon frère. Ah, j'ai versé ma petite larme. Incroyable. J'étais seul, je voulais vivre ce moment seul, tu vois, voilà, tout. Revenons à mon parcours. Donc, Los Non, mais Angeles, ça la musique explique et pourquoi tout, je les années reviens, d'or. voilà, Ouais. les années d'or, parce que c'est aussi musicalement, c'est juste une période juste incroyable. Et j'en parle là de plus en plus parce que la musique m'inspire dans mes enquêtes, m'inspire dans pour mes écrits, les livres, les posts, les podcasts aussi, Mhm. tu vois. La musique, voilà, fait partie intégrante de ma vie. Ensuite, j'ai travaillé avec mon père dans l'imprimerie et j'ai très rapidement, en fait, Et déjà, pourquoi développé. t'es reparti de Pourquoi Los je suis Angeles? revenu? Ouais, Euh, Parce que je commençais vraiment à galérer là-bas. d'accord. Et puis des problèmes de visa, et puis voilà, mes parents étaient quand même à Roubagne, donc c'est dans le sud de la France. Et puis voilà, le groupe s'était séparé, et puis il était temps de rentrer, quoi. Voilà. Ok. Donc je travaillais avec mon père. Et puis très rapidement, j'ai monté un service qui s'appelait la PAO, Publication assistée par ordinateur. Là, je te parle de ça fin des années 80, tu vois. Donc c'était le début du Macintosh. J'ai D'accord. participé au premier club Apple en France, développement du Macintosh. Moi, je suis un fou d'Apple. Je suis un fou de Steve Jobs. Et qui est mort d'un cancer, Steve Jobs. Et Ouais. elle est belle son histoire, tu Hmm. vois. Parce que il n'a pas voulu se faire soigner par les protocoles et traditionnels, quoi. Il avait les moyens de se payer, hein. C'était Ah, milliardaire totalement. quand même, le Hmm. plus riche au monde avec Bill Gates, tu vois. Donc il avait les moyens de se payer les meilleurs toubibs et tout. Il a choisi des voies alternatives. Parce que bon, c'était vraiment, il était très compliqué au niveau mental. Il était très exigeant envers lui-même. Il a eu sa période vraiment végétalienne, tu vois, à fond. Et on le voit par rapport à son physique, il maigrissait, il était grand, maigre, tout ça. Mais un génie. Hmm. C'est un pur génie, hein. Et je conseille à ceux qui nous écoutent, là, si vous aimez les podcasts, écoutez des livres audio. Et écoutez le livre audio de la biographie de Steve Jobs. Vous en avez pour plus de 30 heures. Moi, je l'ai écouté dans la Ouais. voiture, tu sais, j'écoute que des podcasts. Je suis avec Valérie, les louloutes, enfin les chiennes, et Ben, puis bien on part sûr. en tournée, on fait 38 000 km par an, et donc on en profite pour écouter les podcasts. Et c'est juste sublime. L'histoire de Steve Jobs, elle est juste, Ouais. elle est magnifique. Parce que, pour en Inspirante revenir à et Steve tout. Jobs, très inspirante. Moi, je parle aussi de personnes inspirantes. Hmm. On est tous inspirés par des gens. Ça nous Exactement. permet d'aller plus haut sans forcément vouloir les égaler. Mais ça nous montre que quelquefois, il faut poursuivre nos rêves. On a tous aussi des capacités, tu vois. On a tous des capacités et très souvent, on a tendance à travailler nos points faibles. Et je pense que surtout, il faut travailler nos points forts. Points faibles, on a tous des points faibles, tu Ben, vois. bien sûr. Et donc Steve Jobs, en fait, est décédé suite d'un cancer, je sais plus lequel, ou peut-être du sang. Enfin, ça a traîné Pancréas, plusieurs j'aurais années. dit, ouais. Pancréas, Ouais. ok. Donc violent. Et on lui a reproché de ne pas avoir fait les protocoles traditionnels, quoi. Donc, ce qui prouve que même la médecine a dit alternative ou naturelle. Voilà, là, je t'ai parlé tout à l'heure en off d'un ami, David, qui va partir aujourd'hui, qui est en soins palliatifs, et il a fait des protocoles traditionnels qui n'ont pas fonctionné. Donc après, on lui a dit, mais écoutez, débrouillez-vous. Donc il a fait des protocoles dits naturels, et puis ça n'a pas fonctionné non plus. Il est décédé. Euh, donc pour en revenir à Steve Jobs, moi, l'enseignement en fait de sa fin de vie, c'est que déjà, il a pu régler tous ses problèmes. Parce que quand tu as une mort comme ça qui est programmée, tu peux préparer les autres. S'il y a les morts accidentelles, par n'importe quel âge, tu vois, qui sont brutales, et tu sais que la mort, c'est pas, ça impacte bien sûr celui enfin, qui la vit, tu vois, qui est mort, mais ce qui morfle le plus, c'est ce qui reste. C'est ce qui reste. C'est préparer les gens à ça. Ouais, on n'est jamais préparé. Tu vois, j'ai raconté beaucoup, enfin, l'histoire de Stella, tu vois, ma chienne qui est morte au bout de, enfin, elle avait 15 ans, qu'on avait sauvée, elle avait 12 ans, une petite vieillarde, quoi, tu vois, et avec de l'amour, une bonne alimentation, et puis une vie calme, elle a continué à vivre pendant quasiment 3 ans. On l'a accompagnée jusqu'au bout, on savait qu'elle allait partir, tu vois, mais c'est toujours douloureux. Bien sûr. Mais Job, si tu veux, c'est pas forcément l'alimentation qui l'a tué, parce que on parle aujourd'hui beaucoup trop d'alimentation. Tu vois, cette alimentation toxique. Bon, j'y ai participé aussi. Bon. Mais il n'y a pas que ça. Tu vois, il n'y a pas que l'alimentation. Parce que Steve Jobs, si tu veux, il était tellement exigeant envers lui-même qu'il était juste invivable. Ce mec-là, il s'est tué de l'intérieur, quoi, tu vois.
Ouais, Une c'était histoire plus avec sa fille qui le n'était pas terminée, tu vois. perfectionnisme Ouais, qu'il puis, avait. puis des rancœurs par rapport à sa vie passée, tu vois, avec sa fille, il a beaucoup de regrets, tu vois. En fait, j'ai l'impression qu'il se bouffait de l'intérieur. Donc ça, j'en parle de plus en plus. Je parle toujours d'alimentation, c'est mon cœur, voilà, de compétences. Mais je m'aperçois qu'il y a tout un tas de problèmes, si tu veux, Il y a périphériques. différents piliers, Et le côté très psychologique et physique que tu vas avoir avec l'alimentation, mais il n'y a pas que ça. il y a la personne avec qui tu vis, Il y le a ton travail que tu environnement, fais, bien sûr. ton environnement, l'air qu'on respire. Mhm. Donc c'est Les choix de tout vie ça que est tu fais aussi, bien multifactoriel. sûr. Regarde, juste après-guerre, tu vois, les gens buvaient du vin, tu regardes les livres de recettes, juste tu prends peur, quoi. Tu vois, c'est des trucs, Oui, c'est gras, il y a les pieds ouais, paquets, regarde la cuisine provençale et tout. ouais. Déjà, c'était les meilleurs produits. Deux, les gens faisaient beaucoup d'efforts, parce qu'ils travaillaient dans les champs, tu vois. Et ils fumaient aussi, tu vois, Mhm. donc il était quand même des trucs quand même assez cancérigènes et tout. C'était Et une tout, abondance bon, de il y tout, avait moins quoi. de cancers, tu vois, et des Ouais. choses, des maladies aujourd'hui, qu'on est civilisationnelles, et qui sont dues, voilà, à notre mode de vie. Et ce mode de vie, aujourd'hui, moi, j'en ai pris conscience, et j'en ai pris conscience violemment. Sur mon parcours, je dis rapidement, bon, voilà, j'étais dans la PAO, après très rapidement, j'ai monté des agences de communication. Euh, et puis, c'était les startups aussi dans les années 2000. J'étais un des premiers à créer dans la région des sites internet. D'accord. Tu vois, tout le multimédia, ça m'a passionné et Ouais. tout. Et aujourd'hui, à 53 ans, je me suis fait un peu larguer, tu vois, au niveau technologique. J'essaye de me rattraper aux branches avec Instagram. Je suis pas trop mauvais, Non, quand ça même, je va. trouve, hein. Pas trop mauvais sur Non, non. Instagram. Je regarde et tout aussi, bon, ok, on se débrouille. C'est bien. Il y a des petits jeunes, tu vois, qui poussent et tout, mais bon, faut travailler avec aujourd'hui, les médias actuels, quoi. Mhm. Mais, Et du coup, tu dis que tu as pris conscience violemment, c'est-à-dire? ben parce qu'en fait, en fait, après, j'ai dirigé beaucoup d'activités. En fait, moi, je suis un entrepreneur dans l'âme. Je me sens aussi comme un petit Steve Jobs, tu vois, avec Ouais. plein d'idées qui Mhm. fourmillent de partout et des sociétés, j'en ai monté beaucoup. Donc, j'ai fait beaucoup de métiers différents. Tu vois, j'ai même produit un film dans le cinéma, sur grand écran. Tu vois, j'ai monté D'accord. ce label musical. J'ai eu une agence de mannequins aussi. J'ai fait les premiers castings pour les émissions de Loft, Ah ouais, Popstar. Tu te souviens de d'accord. Popstar? Ouais, ouais, je me souviens Ouais, bien, ouais. Popstar. Et voilà, donc je naviguais un petit peu dans ce milieu, tu vois, un petit peu fait de paillettes, tu vois, de paraître. On commençait déjà, tu vois, à trouver des artistes parce qu'on arrivait à les médiatiser, non pas par leur talent, mais Mhm. par leur personnalité, tu vois. J'étais bien dans ce milieu, mais il y avait un truc qui clochait, quoi, en fait. Tu vois, je me sentais pas vraiment là où je devais être. C'est très bizarre. Et Pas à ta j'ai place. connu, voilà, j'allais au Energy Awards, j'allais au Festival de Cannes, bien sûr, tu vois. Et tu vois, le Festival de Cannes, j'ai un regard aujourd'hui très critique hein, par rapport à ça, tu l'imagines. Mais moi, j'étais de l'autre côté de la barrière, quand j'étais avec les artistes, tu vois. Et quand tu pavanes pas, mais un peu quand même, tu vois, ne serait-ce que vous rejoindre la voiture avec chauffeur qui t'amène au palais, tu Ouais. descends le palais, tu as les mecs qui photographient, ça ne savent même pas qui, tu vois, tu descends d'une voiture, oh là là là, moment, tu vois, tu te photographies, tu es photographié. Ça nourrit ton ego, tu vois, ça nourrit ton ego. Tu te dis, ouais, moi je suis là, eux ils sont là-bas. Eh ben moi, j'avais pas forcément ce regard-là. Certes, c'est agréable d'être de ce côté-là. Il y a des artistes qui sont très reconnaissants par rapport, tu vois, à leur popularité. D'autres moins. Et aujourd'hui, je me dis quand même, c'est vraiment symptomatique de cette société moderne, tu vois, où on met ben, les gens dans des boîtes, on les admire, tu vois, on reste derrière une barrière, tu vois, attendre juste pour avoir une cliché. Ouais. Et qu'est-ce Pour que des t'en fais de personnes qui cette sont photo, comme quoi? toi et moi, en fait, qui ont juste un talent, qui ont été. Qu'est-ce que tu fais de cette photo? Ben, je vais te dire ce que tu fais de cette photo. Donc, Dis-moi, et ça tu la m'intéresse. Snapchat déjà. Ensuite, tu vas la mettre sur Instagram. Tu vas la relayer sur Facebook. Et tu vas faire jalouser tes copains et tes copines. Eh, tu as vu, je l'ai vu. Ou j'étais Mhm. avec lui. Les selfies, tu sais, j'ai parlé beaucoup des selfies là, dernièrement sur Instagram. Et donc, j'ai un regard vachement critique aujourd'hui par rapport à ça. Parce que j'étais dedans. Tu vois, donc j'ai créé des agences de publicité. Oui, Donc donc t'as j'étais dans vraiment la l'envers du publicité. décor. Exact, moi j'étais dans l'étoile noire, tu vois. Mhm. Vraiment. Et j'étais bien, mais sans être forcément à ma place. Et puis après, bon, il est arrivé un jour où j'ai fait de mauvaises associations. Étant devenu trop gros, ben, j'ai été un petit peu comme une poule aux œufs d'or. Et je me suis fait aveugler par des gens qui disaient ce que j'avais envie d'entendre.
Ah, comprends-tu? Et voilà, donc suite à ça, il y a eu une affaire qui est allée en justice, hein, ça a traîné pendant 10 ans, donc j'ai eu gain de cause, mais j'ai perdu en fait tout ce que j'avais. J'ai d'accord. perdu tout ce que j'avais du jour au lendemain. Du jour au lendemain, c'est drôle, quand t'as plus du tout de voiture, t'as plus de carte bleue aussi. Tu peux même pas prendre le péage si t'as pas un peu de pièces. On se rend pas compte de ça. Non, bien sûr. On parlait en off justement de Donc, cette stabilité avec financière. une C'est... immense fierté et tout ça, j'ai rien dit à mes parents qui l'ont su, je pense, voilà, par les bruits aussi des couloirs, etc. Et voilà, donc j'ai connu vraiment brutalement, tu vois, c'est l'introduction du tome 2 quand je parle de cette petite mort. Tu vois, j'ai connu cette petite mort. Tout en étant conscient que peut-être j'allais la connaître, parce que quand je me suis fait, j'ai fait, si tu veux, ces mauvaises associations, le fait qu'on me laisse comme ça aller prendre, tu vois, des contrats de communication, travailler dans le bijou, travailler dans le prêt-à-porter, pour de belles marques et tout, tu vois, c'est valorisant, c'est de gros Mhm. contrats, etc. Moi, j'étais comme un poisson dans l'eau, donc ça a grossi très très vite. Et donc, je suis tombé vraiment de très très bas, mais j'avais toujours une petite idée en tête en me disant, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui cloche. Mais si ça cloche, c'est qu'en en fait, ils sont plus forts que moi tu vois, Dans la réflexion, ouais. ouais, enfin, c'était une arnaque en fait. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai été le pigeon en fait. Et là, donc, cette petite mort. Et là, tu as deux choix en fait. Donc, soit forcément, tu as une dépression. Donc, tu connais la dépression, c'est le fameux trou noir, parce que le livre commence avec Mhm. noir, c'est noir. Ouais. Je suis dans le noir, voilà, un trou noir. Et donc, ça symbolisait, si tu veux, la dépression dans laquelle je me trouvais. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Valérie pendant cette période-là, qui est devenue ma femme et avec qui je travaille aujourd'hui, parce que mon livre, ben, il n'y a que mon nom, mais en fait, il faut associer celui de Valérie. Mais toi, tu la connais, tu l'as Mhm. rencontrée, tu as vu l'importance Ouais, qu'elle et a, les puis avec conférences, et ses puis photos, tout ça, enfin tout, quoi. ses photos, et puis il y a surtout tout le reste, et surtout le fait de me supporter. Mhm. Parce que je L'environnement, le suis Steve Jobs. fameux. Tu vois, je te dis, C'est je suis ça. au bout de l'intérieur, tu vois, je suis trop Ouais. perfectionniste et tout ça. Ça, c'est un job à plein temps, tu Et vois, au final, me c'était supporter. un cadeau mal emballé. Ouais, ouais, je pense. Je me plais à le Parce que croire, t'aurais ouais. peut-être pas rencontré Je me plais à Valérie le croire. si Mais en t'étais fait, resté dans ce monde de si je le vois comme paillettes ça, et c'est une immense chance. En fait, la pire période de ma vie, parce que j'en ai chié vraiment pendant 3 ans, c'était en fait ouais, la meilleure c'était opportunité, le quoi. premier jour de ma nouvelle vie. Et ça, je l'ai su après, j'ai compris après. Et je le vis encore aujourd'hui. Je suis en pleine gratitude aujourd'hui par rapport à tout ce qui m'a suivi, par rapport à. Tu sais, j'ai sorti le premier hit, il est best-seller depuis 5 ans, 5 années d'affilée, et le deuxième vient de le devenir. C'est incroyable. Donc Que... c'est le bon moment, peut-être, c'était là où je devais être. Et c'est pour ça, c'est le message que je veux faire passer aussi à ceux qui nous écoutent. C'est que peu importe ce qu'on fait dans notre vie passée, donc j'ai fait beaucoup de métiers. Tu sais que tous les métiers, sans exception, que j'ai fait, le travail de l'image, le mannequinat, le milieu du showbiz, enfin, la PAO, puisqu'en fait, on fait toute notre mise en page, on Mhm. fabrique nos livres. Bon, on les imprime plus, parce que j'ai plus d'imprimerie, tu vois. Mais on fait tout de A à Z, et en fait, tout ce qu'on vous fait dans votre vie, à un moment donné, ça vous sert lorsque vous êtes sur le bon chemin. Et au même titre que les erreurs, les trous noirs, tout. Les erreurs, les trous noirs, les accidents de la vie, en fait, n'arrivent pas par hasard. Et donc, quand tu vis cette petite mort, ben, tu vas renaître, ou pas, parce qu'il y en a qui se suicident, malheureusement. Et ceux qui arrivent à remonter la pente, soit ils repartent dans les mêmes schémas, et l'histoire va se répéter, mais encore plus violemment. Ou alors ils choisissent de vivre une nouvelle vie. Et c'est là, en fait, où j'ai tout quitté. Valérie m'a amené au Québec, et m'a posé la question suivante, elle m'a dit, écoute, c'est quoi tes passions? Premièrement, le sport. Moi, je suis un fou de sport, tu vois, tous les jours. Tu me suis, tu suis les lives hein, Mhm. après la salle de gym. Donc, c'est ma Même façon suivi de. par un Voilà. coach, là. Ouais, quand je fais le cardio, j'en chie en ce moment, là. C'est pour mon petit cœur de 53 ans, tu vois, il faut que je le travaille plus, quoi. Je suis un peu délaissé. Et donc, c'est le sport. Ensuite, c'était la musique. Et puis, l'alimentation. Parce qu'à l'époque où donc, j'ai commencé la culture physique, donc en Gold Gym, avec Arnold et l'équipe et tout, j'ai vu que moi, j'étais très maigre, en fait. Moi, j'ai toujours un complexe de maigreur. Je me vois toujours D'accord. maigre. Donc je suis grand, je mesure 1,88 m. À
À l'époque, même mon père, mon oncle, mon parrain également faisait moins de 80 kilos. Moi, j'en fais plus de 95 et c'est, si tu veux, le corps que je me suis construit, ça m'a demandé beaucoup d'efforts et j'ai compris que l'alimentation, on pouvait faire du sport, hein, soulever très lourd, de l'haltère, des fentes, mais si on mangeait pas, si on donnait pas le bon carburant, on n'arrivait pas à prendre de muscles. Mais Donc j'ai compris très tôt cette importance, tu vois, de l'alimentation. à cette époque-là, je suppose que Mais c'était pas l'alimentation que tu parles aujourd'hui. non, non. C'était poulet, c'était riz, c'était viande, c'était du lait, des compléments alimentaires qui sont pas ce qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'il y a des compléments alimentaires végétaux aujourd'hui et tout. Ouais, C'était la protéine de petit lait, donc en fait ce qu'on donnait aux cochons, tu vois. d'accord. Malgré tout, écoute, j'arrive à 53 ans, j'ai pas trop de séquelles. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut faire confiance en Bien son sûr. corps, être bien dans sa tête. C'est ça, je crois que c'est encore plus important. Le fait d'être bien dans sa tête, d'être heureux dans sa vie. Tu vois. Et donc j'ai compris cette alimentation, cette importance de l'alimentation à cette époque-là. Et donc Valérie m'a dit, écoute, fais quelque chose dans le sport, musique, et puis alimentation. Et à cette époque, j'avais encore des contacts dans le milieu musical. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer même des rockstars comme Kiss, Alice Cooper, tu vois, Ozzy Osbourne, tu vois, le prince des ténèbres, Ouais. Black Sabbath, tu vois. J'ai donné la première version de Hit en anglais, parce que j'ai édité en anglais aussi. D'accord. Donc c'est le prince des ténèbres qui est le numéro 1, tu vois, je suis fier de ça. Tu vois. Donc, je suis en train de le croquer, tu sais, la photo que j'ai fait, je croque Ozzy Osbourne. Et, euh, et donc j'avais fait des entrevues qui existent encore aujourd'hui, et je continue à en faire. C'est une émission qui s'appelait Heavy Metal Food. Parce que métaux lourds, ça me plaisait bien. C'était la musique heavy metal aussi, mais ça peut être aussi les métaux lourds qu'on trouve dans l'alimentation. Et heavy metal food, ça punchait, quoi, tu vois. Et donc, j'ai fait quoi, plus d'une trentaine d'émissions à ce jour. Et puis, c'est une web série, voilà. Et en fait, ça m'a servi de fil conducteur à Hit, parce que parallèlement, Valérie est très très impliquée dans la cause animale. Et on a fait nos premières enquêtes d'investigation avant qu'on parte au Québec. Donc, ça devait être en 2005-2006 à peu près, où on est allé faire des enquêtes d'investigation dans le milieu de la protection animale. On est allé dans le sud de l'Espagne, où je ne sais pas si nos auditeurs le savent, en fait, en Espagne, la chasse à courre est autorisée encore, et puis donc il y a la chasse avec les lévriers est autorisée, D'accord. les lévriers, les galgos, et donc c'est interdit dans tout le reste de l'Europe. Et malheureusement, les gens qui chassent avec le lévrier et les galgos sont des gens qui peuvent même pas se payer la balle du fusil. Donc ce sont des très pauvres. Et donc, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont très pauvres ou pas, en tout cas, les chiens sont maltraités. Et si tu veux, ils sont abattus à chaque fin de saison de chasse. Un chasseur peut avoir par exemple 10 chiens et il va garder juste les 2 meilleurs. Et les 8 autres, si tu veux, il va les abattre parce que ils n'ont pas répondu, si tu veux, à l'exigence de leur maître, tu vois. Donc ils ont bafoué son honneur. Ils ont un gros passé avec les animaux, les Espagnols et tout. Voir les corridas, tu vois aussi. Mais là, on parle de la chasse. Et donc, ces 8 chiens, en fait, sont abattus, mais dans des conditions juste horribles. Il existe une forêt, je crois que c'est près de Villena, c'est là où on était parti en tout cas. On n'est pas allé dans la forêt, parce qu'on se sentait pas. En fait, ils pendent les chiens. Mais ils les pendent pas haut et court. Ils les pendent juste avec les 2 petites pattes arrière qui touchent le sol. Et ils agonisent pendant des jours. Ou alors ils les jettent dans des puits. Ou alors ils les tirent derrière des voitures. Ou alors ils les piquent avec de l'eau du javel. Et les torturent à mort. C'est inconcevable. Moi, j'ai vu cette émission-là. Je me rappelle, c'était avec Valérie, c'était un soir très tard, je crois, une rediffusion de, il me semble, c'est 30 millions d'amis. Tu vois. On n'en a pas dormi de la nuit. Il parlait dans 30 millions d'amis d'associations qui allaient là-bas sauver des chiens pour les faire adopter en France. Donc, en fait, on a contacté cette association et on s'est engagé pour faire un reportage et pour le diffuser. J'avais des contacts un petit peu en télé, etc. Tu vois, à cette époque. Et donc on est parti à Villena, on était 3, donc caméra cachée, et puis ça m'a donné là le goût de l'investigation. Ouais. Ouais. C'était enquête. Ouais. On est allé dans une sorte de SPA, tu vois, sauver des chiens, parce qu'il y a des femmes là-bas qui essayent de sauver ces chiens-là. Elles se font passer pour des touristes. Ouais. Elles en achètent même certains, tu vois, mais tu peux pas tous les sauver, et puis il faut ensuite les faire adopter. Mais avant ça, il faut les faire passer par un vétérinaire. Donc il y a des vétérinaires entre guillemets complices, tu vois. Toute un lien social, une solidarité qui s'est mis là-bas, juste extraordinaire. Beaucoup de femmes quand même. Et donc voilà, ça nous a donné goût pour l'expérimentation, enfin le maltraitance animale. Et ensuite, quelqu'un nous avait contacté
là aussi, on a rencontré cette personne un peu par hasard, et puis il faisait partie on peut appeler ça un groupuscule, parce que s'il n'y a rien d'officiel, ça s'appelle ALF, c'est Animal Liberation Front, qui est une organisation considérée comme terroriste aux États-Unis, qui avait pour vocation, ALF, d'aller libérer tout ce qui est animaux de laboratoire. D'accord. Avec complicité là des vétérinaires pour les dépucer et puis les faire adopter. Donc ça concernait des chiens, des chimpanzés. Bon, les souris, je pense pas qu'on allait fracturer, tu vois, là-bas pour les souris, malheureusement. Mais ce type d'animaux, quoi, tu vois. Il faut savoir qu'il y a des singes aussi qui transitent, tu sais, les singes, il y a même des gorilles qui transitent pour l'expérimentation animale dans des avions cargo d'Air France. Ça se monnaie, ça, puisque c'est pour la recherche médicale, tu vois. Donc là, tu vois, moi j'ai toujours, à partir du moment où je suis mort, si tu veux, j'ai toujours suivi les signes. Il y a des signes que nous envoie le destin, tu vois, et puis ces signes aujourd'hui guident ma vie. Vraiment. Alors qu'avant, t'étais plus dans ton truc. Avant, c'était les paillettes qui brillaient. Ouais. Il fallait que le signe il soit clignotant. Très, très brillant. Voilà, c'est brillant avec des paillettes, tu vois. Ouais. Voilà. Ça, je reconnaissais ces signes. Mais c'était pas forcément les bons. Ouais, mais après peut-être que le fait aussi d'avoir connu une vie d'abondance, de paillettes, etc. Le fait de voir l'envers du décor. C'est surtout la femme qui vit avec moi, c'est Valérie qui m'a fait vraiment me connecter avec l'invisible aussi, avec les vraies valeurs. Tu vois, tout ce qu'on avait perdu, elle est d'éducation militaire, tu vois, son père était un haut gradé de l'armée, donc il y avait une certaine éducation, tu vois, et puis elle a remis du sens. C'était grave. Ah ouais, c'est mon ange, tu vois, c'est personne vraiment qui m'a mis sur cette route-là. Moi, je le dis, je fais conférence, je prends la lumière, j'aime ça, tu sais, me produire sur scène, j'aime ça. Le côté égo qui ressort. Oui, c'est le bon égo, je pense, oui, parce que bon, ça motive, tu vois, ceux qui me voient, c'est un plaisir, et puis, je trouve que la sincérité, je sais pas si ça passe aussi avec juste la voix, mais la sincérité, le plaisir, ça se transmet. C'est ce qui est fake aujourd'hui en télé. J'en ai fait des plateaux, tu vois, j'ai fait Ardisson, j'ai fait Canal et tout, pour le premier, pas le deuxième. Tu sais que le deuxième, je suis blacklisté à cause du cancer, à cause du dossier du cancer. Justement. On en parlera, ok. Non, mais vas-y, parle-en. Donc voilà, tout ça, c'est des paillettes, quoi, tu vois. Alors, tu peux parler, si tu veux, de la maltraitance animale. On m'a beaucoup invité, justement, sur les plateaux, pour représenter, non pas les végans, parce que je me suis jamais senti végan, mais je soutiens, en fait, ce combat. Le combat juste de ceux qui défendent leur propre alimentation, si tu veux, mais pas ceux qui vont déverser du sang sur les boucheries. Les boucheries, ouais. C'est juste hallucinant, quoi. Tu vois, ça c'est des extrêmes. Et c'est ces extrêmes aujourd'hui qu'on montre en télé. On pense que tous les végans sont des extrémistes, mais non. Il y a des gens, tu sais même pas qui sont végans, quoi, tu vois. S'ils font leur propre choix. Je revendique ça. Donc on me faisait venir beaucoup pour ça, pour l'alimentation aussi, mais pour le 2, j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit ouvertement, écoute, le dossier là du cancer avec le docteur Nicole Delépine, aujourd'hui on te connaît, parce que quand ils m'ont invité la première fois, ils savaient pas à qui ils avaient affaire. Ils se sont dit, je me suis un peu amusé quand même, tu vois, parce que je connaissais un peu ce monde-là, j'ai rien à perdre. Puis c'est tellement, pour moi, tu sais, les passages sur les plateaux en télé et tout, je l'ai jamais cherché parce que j'ai pas d'attaché de presse, on travaille qu'à deux avec eux. Donc on n'est pas les démarchés, c'est eux qui sont venus nous trouver. Dans la production, ou parmi les présentateurs ou les producteurs, il y a des gens qui aiment beaucoup mon travail. Donc en fait, pour moi, je l'ai reçu comme un cadeau. Vraiment. Ça m'a ouvert aussi à d'autres personnes. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, c'est très bien. Mais ça reste des gens déjà qui sont ouverts, qui cherchent et déjà convaincus. Ouais. La télé, c'est quand même l'arme de propagande massive du système. Tu vois? Donc y passer, c'est considéré comme un cadeau. Il y en a qui veulent pas te faire passer aussi. Tu sais, il y a certaines émissions où j'étais déprogrammé, parce qu'il y a des personnes qui ont voulu prendre ma place. D'accord. Parce que quand tu te montres en télé, médiatiquement, tu es bankable, tu vois, puis tu vas un peu plus, et puis voilà, et donc on peut pas te faire la place, quoi. C'est un gâteau. Tu vois. Donc là, j'ai compris que quand même, le dossier du protocole aujourd'hui médicamenteux, la chimio, radiothérapie, etc., ce qui se passe, comment on se sert de nous comme cobayes, comment se passent les soins palliatifs en fin de vie, les doses massives pour avoir des cancers foudroyants, tu vois. Ben, tu peux pas le dire trop lourd. Il y a des choses que tu peux pas dire parce que la France c'est pas le pays de la libre expression. Hein. Je pense qu'on n'est pas. Peut-être on est au niveau de l'ex-URSS, presque. Sur certains sujets, je suis quasiment convaincu.
Justement, tu parles de boîte. Pour moi, la télévision, c'est une boîte où on te montre vraiment ce qu'on a envie de te montrer. Oui, oui, vraiment. Il faut, même si les gens te disent, je regarde la télé pour Arte, même Arte, les amis. Aujourd'hui, tu sais, j'ai repris une télé à Montréal. Donc, on a pris une télé. Pourquoi? Parce que on regardait en fait des documentaires le soir sur l'ordi, puis l'écran il est petit, on s'est dit bon. Là-bas, en fait, il y a une chaîne qui s'appelle Costco, qui te font des prix juste incroyables. Costco, bon, c'est le temple de la mondialisation aussi. C'est des prix qui sont extrêmement bas et c'est du gros volume. Qui dit gros volume, dit écran, tu te demandes, il fait ton mur, tu vois, l'écran cinéma, pour quasiment 500 $, tu vois, des trucs... voilà, donc, et puis je sais pas pourquoi j'ai pris cet écran, parce que mon appartement il est tout petit, tu vois, en fait, c'est un coup de folie, et puis là, on s'est dit, wow, ok, comme au cinéma, et on regarde juste, en fait, Internet. On n'a même pas de chaîne. Oui. Le gars, il venu nous mettre le câble, alors je vous mets quoi comme chaîne, le bouquet, le truc, non, on veut rien, nous. Et le mec nous a dit, mais vous êtes de plus en plus, en fait, que voir la télé, tu vois, ça l'étonne, tu vois. Ça, c'est encourageant. Voilà. Et donc, c'est bien d'avoir un écran, et d'avoir, voilà, de choisir des trucs. Oui, à la limite, la abonne-toi sur Netflix. communication. Moi, je m'abonne parce que j'aime bien les séries, des fois, pour me laver le cerveau. C'est pas trop long. Tu as vu le Ouais. format des séries? C'est moins de 50 minutes aujourd'hui. Puis t'as On n'arrive plus à rester documentaires concentré. sympas aussi, je trouve. Aussi. Ah ouais, documentaires et musicaux sur Netflix. Ouais. Ah là, je me suis gavé. Ouais. Donc voilà, je rejette pas, tu vois, tout ce qui est technologie moderne, même la télé, etc. Mais dans tous les cas, c'est comme les journaux. Dès qu'il y a des actionnaires, dès qu'il y a des patrons, il y a des rédacteurs en chef. Donc tout ça est bridé. D'ailleurs, tu regardes, il y a quasiment plus d'émissions en direct. Oui, c'est vrai. Les gens sont ingérables. Tu aurais mis du direct pendant les gilets jaunes là, mais juste les sièges sociaux des télés, ils prenaient feu, quoi. Tu vois. Donc on limite le danger et surtout on invite les copains, ceux qui restent dans la boîte. Dans le Sortent cadre, pas, dans cette tu norme. vois, Ouais, tout à dans la fait. norme, dans le chemin, Ouais. qui franchissent pas la ligne rouge et quelquefois, voilà, un petit peu des libres penseurs à la Michel Onfray, tu vois. Et justement, quand tu as fait la promotion du premier livre, est-ce qu'on te disait attention, aborde pas tel sujet? Non, pas du tout. Non. Non, pas du tout, parce qu'en plus, de toute façon, les émissions sont cutées. Quand j'ai fait Salut les terriens avec Ardisson, j'étais face à Michel Simès. Ça a un petit peu clashé ce que voulaient en fait les producteurs. Mais bon, moi j'étais allé vraiment à main tendue, tu vois. Je savais qu'il aimait pas le chocolat, Michel Simès. J'avais fait l'effort de lire son précédent livre. Lui, certainement pas, tu vois. Ils s'en foutent des invités, tu vois, qui reçoivent comme ça, qui sont pas connus, ils ne feront pas l'effort même de lire, tu vois. Ardisson, bien sûr, on lui prépare les fiches parce que c'est un grand professionnel. Et je savais qu'en lisant le livre donc de Michel Simès, qui est entre toi et moi pas terrible, vraiment, on peut pas dire, voilà, en restant poli, je vais pas rentrer sur son terrain, tu vois. Et voilà, il m'a rien apporté, donc j'ai lu rapidement, et j'ai su qu'il aimait pas les fèves de cacao, tu vois. Et donc j'avais préparé des fèves de cacao, où j'avais pris du temps, tu sais, à lever la pellicule qui est tout autour, qui est assez amère. En fait, c'était ça, tu vois. Et donc je l'avais présenté, il dit non, moi j'aime pas ça, il avait refusé, tu vois, il avait balayé ça comme ça d'un revers de main. Et puis une attitude hautaine. Et je pense que les gens le voient sur le visage, tu vois, des gens, il y a des fois, l'attitude, tu vois, tu sais que Michel Simès aujourd'hui, c'est le patron quand même, hein, au niveau santé, sur les médias et tout. Bien sûr. C'est un gros producteur, hein, il produit en plus pour France 5. Donc voilà, ceux, en fait, qui prennent la télé juste pour voir Arte, sache que un petit peu de ton argent va à Michel Simès parce qu'il produit des émissions pour le public. Mais il est très bien vu au niveau santé, au niveau médical. Parce que, regarde, c'est un acteur. On me dit c'est un toubib. Excusez-moi, c'est un présentateur, un acteur. Parce que il faut savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie, même si tu fais plusieurs métiers. Tu dis toujours le métier avec lequel tu gagnes le plus d'argent. Non, c'est logique. Oui. Voilà. Donc c'est un producteur. Pour moi, c'est plus un toubib. Bon bref, on va pas s'arrêter sur Michel Simès. Mais j'aime bien, tu vois, j'aime bien. J'aimerais bien le revoir parce qu'en fait, après l'émission, il m'a pas attendu. On n'a pas pu parler. Il devait être pressé, tu vois. L'émission a duré 40 minutes, ils en ont gardé que 20. Et ça a clashé à un moment donné, tout ça pour dire que toutes les émissions en fait sont montées, on fait dire ce qu'on veut. Quand on est en plateau télé, on peut vous couper, là j'ai micro-cravate, on peut couper le micro-cravate. Donc tu peux parler si tu veux, si on veut pas. Mais tu ne sauras jamais que... Non, parce qu'en plus on te montre pas l'image parce qu'il y a plein de caméras. Bien sûr. Donc c'est du montage en fait, tu vois. Et donc on en a parlé donc un petit peu justement de l'alimentation qui guérit. Tu vois. Et j'ai parlé que tous les jours,
et en show-conférence, c'est encore plus. Là, je les rencontre physiquement. Je rencontre des gens qui ont guéri, quoi, de pathologies graves, de tumeurs, de cancers, de leucémie, tu vois, grâce à une cure, peut-être de jus ou du jeûne, ou on a parlé de la cure brosse tout à l'heure en off, mais plein d'autres choses. Et là, il m'a balayé d'un revers de la main en disant, oui, mais c'est que des témoignages, ça n'a aucune valeur. Comment tu peux dire ça? Donc il y a Comment encore tu cette peux dire fameuse ça? boîte de moi je suis médecin, donc Mais ma bien parole vaut sûr, plus mais bien sûr, que des témoignages de gens. bien sûr, bien sûr. Bah, tu sais, regarde le médecin comme il est considéré dans la société aujourd'hui. Hmm. Quand tu as un cancer, tu vas voir directement ton oncologue et tu vas faire ce qu'il va dire. Parce que tu n'as pas l'information pour ça. Et c'est pour ça que j'ai écrit le tome 2, tu vois, pour que les gens aient un minimum d'informations, qu'ils se disent, tiens, avant que j'ai un cancer, parce que 2 personnes sur 3 auront un cancer, autant prévoir qu'est-ce que je pourrais faire. C'est quoi les options? On Et alors sait, tu justement, qu'est-ce vois, que tu conseilles aux gens? C'est en de termes de s'informer, de médias. Ouais. s'informer avant qu'il soit, alors, pour en revenir aux médias, donc s'informer avant qu'il soit malade, et s'informer via des sources indépendantes. Indépendantes. Donc pas dans les médias mainstream, c'est pas intéressant. Écoute, aujourd'hui, on a du mal à payer les retraites pour tout le monde. Il faut voir quand même, le gouvernement, il n'est pas là pour notre bien-être. Ah non, c'est pas la C'est priorité. Ouais. ça, on le sait maintenant avec toute l'information, tu vois, Ouais. qui circule. Enfin, quand Donc tu c'est vois à ne nous de serait-ce nous que les prendre en charge. publicités qui passent. C'est à nous de nous prendre en charge. C'est à nous de... Sur tous les sujets, tu vois. L'alimentation et tout le reste. Mais donc c'est à nous de nous prendre en charge et il faut s'informer via des sources indépendantes. Et aujourd'hui, les sources indépendantes, quand même, t'en as beaucoup, quoi. On fait rapidement, tu sais, le tri sur Internet. Déjà, regardez au niveau des livres. Regardez les gens qui ont une certaine, entre guillemets, crédibilité, non pas au niveau des médias, mais au niveau de l'Internet. Et Mm. c'est pas forcément nombre de vues, tu vois, c'est en passé aussi. Tu vois, moi, je suis arrivé quand même, c'était fin 2013. Donc, euh, donc voilà, c'est pas pour dire que ce qui arrive aujourd'hui, voilà, il faut les balayer d'un revers de la main, mais l'expérience compte. Bien sûr. C'est comme quand tu vas voir un naturopathe. J'ai rien contre les naturopathes qui sortent de l'école. Aujourd'hui, il y a Il n'y a pas le plein même recul. de formations possibles pour être naturopathe, même des formations à distance, Mhm. d'accord? Donc il faut en choisir un qui a un minimum d'expérience. Il y en a, tu sais, qui ont 20 voire 30 ans d'expérience à la naturopathie, Et qui tu n'ont vois? pas fini d'apprendre, même avec Mais ça. parce que c'est l'expérience aussi, Ouais. c'est que tout le monde réagit différemment, il y a des principes de base, mais c'est ce réglage qu'on doit faire au niveau vraiment personnel, ce que fait plus aujourd'hui les traitements de chimiothérapie qui sont Mhm. imposés, tu vois, Tout à par fait. le ministère de la Santé, par l'Institut national du cancer. Depuis 2004, c'est imposé par l'Institut national du cancer. Et alors justement, quand on voit dans ton livre le médecin qui témoigne, qui est à la retraite et qui n'a plus rien à perdre, est-ce qu'il faut attendre que ces gens-là aient terminé de travailler pour pouvoir avoir la parole libre? Dans le médical, Ouais. bien sûr, mais tu as le Conseil de l'ordre. Mais il faut être complètement, si tu veux, idiot pour se dire, ben non, un médecin va sortir du rang. Mais tu peux pas sortir du rang. Tu te fais jeter dehors. Henri Joyeux. Bon, Très bon exemple. va trouver un Henri Joyeux qui a 30 ans, qui est en pleine bourre, ou 40, tu vois, un cador. Le mec qui gagne 100 000, 200 000 euros par mois, si tu veux, il va remettre quoi en cause? L'argent mène tout, Joy, tu le sais. Ouais, Et l'homme et la femme aussi, l'être humain est très perméable à ça. Donc aujourd'hui, j'ai tendance à me méfier un peu de tout, mais a raison. Parce que les mécanismes sont les mêmes. Tu sais, la dernière photo du tome 2, la dernière photo, je sais pas si tu te rappelles, Mm. ce sont des clés. Voilà, pour être vivant, il faut avoir les clés de compréhension. C'est un peu l'ambition de mes livres, tu vois, c'est de donner des outils de compréhension pour comprendre la société, pour pas la subir. Et quand tu comprends les mécanismes de propagande des foules, ça date des années 30, hein, et il y a plein de livres sur le sujet. Tu te dis, c'est juste phénoménal ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est la concrétisation de romans comme 1984 ou Le meilleur des mondes, ou je crois que c'est en 1984, il y avait le ministère de la vérité. Mhm. Regarde ce qu'ils sont en train de faire avec les fake news. Non mais attendez, l'État vous dit que ça c'est une fake news, et nous ce qu'on vous dit là, ce qui est en train de se passer là, très loin de chez nous, enfin on vous dit nous c'est la vérité. Qu'est-ce C'est que tu aurais voulu savoir, qu'est-ce que tu aurais voulu ouais, qu'on te dise à mon âge? tu avais un plan,
Ouais, non, mais ça Parce va, qu'il je faut dire retombe que sur Joe mes a pattes. bien préparé l'entrevue. Je t'ai dit que ça allait, je savais pas Ouais, où mais ça c'est allait pas nous grave. mener. Justement, si t'avais, à 29 ans, qu'est-ce que t'aurais voulu savoir? Ce que je sais Plutôt. aujourd'hui, Joy, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Donc D'avoir ce que je sais aujourd'hui et d'avoir 25 ans, c'est incroyable. Mais je suis très très fier d'avoir aussi des jeunes lecteurs. Tu vois? Des beaucoup, je filles, crois. ouais, pas mal. Ouais. Les moins de 35 ans représentent la majorité ouais, de mes Mm. lecteurs. Donc, il y en a qui ont 20 ans, et des fois moins. La plus jeune lectrice, elle a 13 ans. Elle lit sous couvert avec de ses parents, hein, je te rassure. Mais c'est des lecteurs et des lectrices qui pourraient être mes enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, tu vois. Et c'est ma façon de transmettre. Et je remarque qu'il y a certains, en fait, ils vont même trop loin. Je leur dis, écoute, je connais un jeune qui s'appelle Eli, voilà, il s'est fait appeler le Hitman Junior. Et l'histoire d'Eli est très intéressante. Si je sais que je peux en parler, puisqu'il m'a donné l'autorisation. On s'est connus, il avait 16 ans. Et il était, en fait, il m'a écrit, je savais pas, en fait, qu'il avait 16 ans à l'époque, et puis, il m'a dit qu'il souffrait d'anorexie. Et en fait, il était dans une clinique. D'accord. Donc hospitalisé. Donc il faisait moins de 50 kilos, donc extrêmement maigre. Et donc on l'avait hospitalisé, et puis donc j'ai pris contact avec ses parents. Il voulait échanger avec moi sur l'alimentation. C'est assez délicat, quoi, tu vois. Donc je contacte ses parents, il me dit écoute, il rêverait de te rencontrer. J'ai dit écoute, si je suis sur Paris, et j'y allais dans les semaines qui suivaient, on lui fait la surprise, on va le voir. Donc on lui a fait la surprise, on est allé le voir, on a passé l'après-midi, donc j'ai passé l'après-midi avec Ellie, il m'a serré dans ses bras, c'était bizarre, tu vois, je le serre dans mes bras, je sens les deux omoplates derrière, tu vois, qui sortent comme des ailes de requin, tu vois, des ailerons de requin, tu vois, donc très très mal. Il avait une sonde aussi dans le nez, et le problème d'Ellie, c'est qu'en fait, il n'arrivait pas à s'alimenter parce que il était trop conscientisé. Parce que dans ce type d'institut, on te fourgue la danette, hein. Lui, la danette, hors des questions. Il voulait être végétalien, donc va faire grossir quelqu'un en étant comme ça, c'est impossible. Tu vois. Donc là, tout le travail des psychologues, en fait, a été aggravé parce qu'il a eu son anorexie, bon, pour des raisons personnelles. Déjà, c'est rare parce qu'il y a beaucoup plus d'anorexie que filles que gars, tu vois. Donc il était un des plus jeunes, en plus un jeune homme. Et ça en faisait un cas particulier qui était aggravé par le fait que il avait lu aussi mon livre et qu'il a eu une vraie prise de conscience au niveau des animaux. Et pas que je me suis senti une mission, loin de là, mais je me suis senti un peu responsable quand même. Tu vois. Et on a continué à converser quasiment toutes les semaines. Je sais plus, au bout de quelques mois, en fait, il a réussi en fait à remanger quasiment normalement, à passer la barre des 50 kilos. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi ou 2 ans qu'il est sorti et qui a repris Mais en ses études, changeant un petit peu etc. son programme alimentaire. Je vais t'expliquer comment j'ai fait. Je lui ai raconté l'histoire de Rambo. Ok, un classique. Ouais, tu vois, je vais te dire pourquoi. J'ai dit, écoute, Ellie, c'est pas possible. Tu peux pas faire un effort, manger une danette ou manger les petits trucs, bon, peut-être pas la viande, mais moi, je mange du sucre, tu vois, des trucs, ou des céréales, même raffinées, etc., etc. Donc, j'ai dit, c'est quoi le dessert que tu détestes? Ah, il m'a dit, justement, les danettes que mange Jean, tu vois, la maison de retraite. Lui, il se régale, danette au caramel, il se régale. Ok, donc c'est quoi la danette qui est la moins mauvaise pour toi? Il fait danette, je crois que c'était chocolat, danette chocolat. Ok. J'ai écoute, on va faire un pari, toi et moi. Moi, j'en mange plus de ces merdes-là. Tu sais que c'est une merde. Ouais, c'est une merde. Tu vois, il était un peu Hyper vénère, fun, tu vois, quoi. le truc. Ah, j'ai jamais mangé ça. J'ai écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas en manger une, et moi, je vais en manger une en même temps que toi. Je vais en acheter 4 à la maison, je les laisse au frigo. Je te mets pas la pression. Quand tu es prêt, tu vas manger cette danette, et moi, je la mangerai avec toi. Et pourquoi je lui ai fait faire manger la danette? Parce que j'ai raconté l'histoire de Rambo. Rambo, dans Rambo, je crois, c'est Rambo 2, me semble. Je sais pas, tu te souviens de ces films? Non, pas du Des tout. films des années 80. Rambo, c'est juste un film mythique. Oui, Ça, oui, c'est un oui. film qui donne, tu vois, la confiance en soi. Ah, Tu vois, ça je veux c'est dire, sûr. voilà. Donc, il est dans les geôles, si tu veux, au fin fond du Vietnam, tu vois, en train de croupir dans une geôle avec les deux poings liés. On voit la belle musculature, tu vois, de Sylvester Stallone, tu vois, une icône des Ouais. années 80 aussi, quand même.
Très masculine, hein, je conviens. Ah bah Voilà. oui. Et puis, en train de tremper, il y a des rats qui grouillent, tu vois, tout ça. Et puis, on lui donne une mauvaise soupe avec qui il s'aperçoit que la soupe, il y avait un rat aussi dedans. Et tu sais ce qu'il a fait, Rambo? Tu sais pas ce qu'il a fait, Rambo? Non. Il a bouffé la soupe, il a bouffé le rat pour avoir des forces, pour se défaire de ses chaînes et aller faire un carnage. Tu vois. Et j'ai dit, toi, et il dit, Rambo. Donc, c'est pas un rat que tu as bouffé, c'est une danette, t'as compris? Ça va, en termes de goût, ça Ben va. écoute, un soir, je suis en train de monter, je fais une émission radio en direct à Lyon. Je suis dans le TGV, c'est l'après-midi. Ellie m'appelle. Donc je rappelle, et il me dit, écoute Gilles, ce soir je suis prêt, on va me servir j'ai demandé une danette. J'ai dit, écoute, putain, je suis pas à la maison, je vais être en direct en radio. Écoute, c'est pas grave, avant la radio, je passe au supermarché, je me prends une danette, je la mange en direct à la radio. Oh, c'est bien l'histoire, elle est géniale, tu vois. Et très symbolique en tout cas. Et donc j'arrive à la radio de mon pote, je dis écoute, on va faire un petit 10 minutes, tu vois, où je vais prendre au téléphone Ellie, et puis comme ça on va manger la danette avec lui. Donc je l'avais en visio, tu vois. Et donc je vais manger avec lui en direct à la radio. Donc tous les gens qui étaient sur le chat, eh, vas-y Ellie, la danette. Oh, putain, il était content, il a bouffé la danette, il s'est même pas rendu compte, tu vois. Et donc il est arrivé comme ça, si tu veux, en mettant ses convictions, tu vois, c'est les convictions un peu spirituelles, l'alimentation, tu vois, surtout au niveau des animaux. Ben, il les a mis de côté. Eh ben, il a fait l'effort, tu vois, d'aller vers des interdits. C'était interdit lui-même, quoi, tu vois, pour arriver à reprendre du poids. Pour sa santé. Ouais, pour sa santé. Ouais, je crois que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, il y a le côté alimentation qui peut être mauvaise, mais en termes de répétition, d'habitude, etc. Et qu'à côté de ça, il y a le côté santé où pour certaines personnes, on ne peut pas passer d'un régime avec viande et compagnie du Mm, jour au lendemain, c'est pas possible. Faut le faire par étapes. mm. Bon, je crois qu'il est temps de conclure. Donc, quel conseil principal tu donnerais aux gens? D'arrêter de regarder la télé. Ouais. Je pense que c'est un premier pas. Ouais. Et De je regarder la rajoute. télé que vraiment pour se distraire, mais s'extraire en fait de cet automatisme lorsqu'on rentre chez soi, de regarder la télé. Et surtout de s'informer différemment. Voilà. Soit par des amis ou en allant à des conférences ou s'intéresser à un sujet. On est tous passionnés par un sujet. Il faut vraiment que la passion nous anime. Ça peut être aussi la recherche tu vois, d'une meilleure alimentation pour prévenir les maladies. Mais tout ça, il faut que ça vienne avec la passion. Ça doit être un projet aussi familial. Tu vois, on peut pas s'instruire tout seul. Mhm. À notre âge, on est en couple, tu vois, ou on est célibataire, ou on vit avec quelqu'un, enfin peu importe, mais on peut pas le faire seul. Et très souvent, lorsqu'il y a une prise de conscience qui n'est pas partagée par le couple, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et lorsqu'on avance à deux, là, c'est juste génial. Et t'embarques les enfants, tu sais que j'ai vu des familles venir me voir. Je dis, oh, mais voyez où, c'est pas Disneyland, c'est 3 générations, tu C'est vois. génial. La grand-mère, les parents, les petits-enfants. Et c'est un projet commun, tu vois. Et voilà, ils ont embarqué, et puis voilà. Et puis moi, je suis le trait d'union de ça, tu vois, je suis super fier. Mais voilà, trouver nos points forts, trouver aussi nos qualités, puis réfléchir sur notre vie, sur le travail que l'on fait, ne pas se laisser embarquer comme ça sur un travail qui va manger le capital de notre vie. Je sais que c'est compliqué parce que des fois on n'a pas le temps justement de réfléchir à ça. Si les gens ont pris peut-être que là, tu vois, 1 heure de leur temps, c'est beaucoup. Il faut Mm. que ça serve à quelque chose. Ça ne doit pas être juste oublié. Et très souvent, la télé, c'est ça. Tu vois même une catastrophe ou un attentat horrible, ben, quelque temps après, tu y penses plus Oui. parce qu'il y a autre chose. Et voilà, c'est vraiment, je dirais, la télévision à l'heure d'aujourd'hui, il faut laisser ça aux autres. Voilà, voilà. Je pense qu'il y a autre chose. Et puis on voit qu'il y a de plus en plus d'émissions qui basculent aujourd'hui sur Internet, tu vois, et sur des médias alternatifs. Mm. Voilà. Mais en tout cas, la télévision, c'est pas fait pour s'informer. C'est pas fait pour se distraire. Si vous regardez la télévision, vous la regardez pour vous distraire, mais ne vous informez pas à la télévision parce que vous trouverez pas les réponses là. Et tu en as beaucoup parlé, l'environnement, les gens qui nous entourent. Être bien entouré avec des gens Éviter bienveillants les, si on le peut. éviter les gens toxiques Ouais. au maximum. Ouais. Évitons les gens toxiques.
Et c'est ce qui, toi, t'a fait renaître et plein d'autres personnes aussi, d'être bien entouré, bien accompagné. Ouais, Et c'est ce qui permet d'évoluer dans une direction comme dans une autre, je pense. ouais, ouais. Donc, je C'est un crois. long chemin, hein. Ouais, Et ça s'apprend pas à 15 minutes. non, C'est en fait le démarrage d'une... Même sans forcément changer de vie. Moi, j'ai changé de vie un peu par obligation, j'étais dans le trou, tu vois. bien sûr. J'avais tout perdu. À la limite, c'est facile de changer de vie quand t'as tout perdu. Mm, mm. Mais quand t'es raccroché à un job, tu vois, une famille, une petite bulle de confort, on fait tout pour pas que ça pète, tu vois. Donc je pense que c'est plus courageux encore. Mais bon, on peut le préparer, par contre. Oui, et puis tu Et, peux faire évoluer ta famille aussi dans un sens que tu n'imaginais pas forcément au départ. ouais, tout ça, c'est une question de communication. Mm. Ouais, Voilà. Puis la télé, ça empêche de se parler. ça c'est sûr. Le téléphone aussi. C'est les C'est. écrans en général, tu Ouais, vois. Je demandais exactement. si les personnes qui me suivaient regardaient encore beaucoup les écrans et tout le monde m'a répondu, j'ai plus la télé, j'ai plus la télé, j'ai plus la télé. Oui, mais on passe. On a l'ordinateur, on a les tablettes. Ouais. Tout ça, ça reste des écrans. C'est la nouvelle télé. C'est la nouvelle télé. Ouais, comme tu le disais très justement, c'est réorganiser son temps différemment pour s'instruire et pas forcément être sur l'écran parce qu'il faut être sur C'est l'écran. instruire avec plaisir. Ouais. Il faut prendre du plaisir. Moi, je t'assure, quand je vois des trucs, ou même des conférences, on a parlé de la chaîne Thinkerview tous les Mm. deux. Moi, c'est mieux que Mission Impossible, tu vois, à la Ouais. limite. Parce que c'est tellement hallucinant, en fait, ce qu'on apprend. En fait, c'est Matrix, hein. On vit dans Mhm. Matrix, on a Exactement. Bah vécu déjà, tout tu le es dans temps le dans monde le réel, mensonge, donc ouais. ouais. Tu t'aperçois que des gens qui ont la crédibilité de dire ce qu'ils disent, ils t'annoncent des trucs, tu te dis, waouh, tu en trouves une porte, tu vois. Et peu importe la porte que tu en trouves, l'alimentation, le sport, les enfants, et peu importe. Tu arrives sur un monde nouveau, en fait. Tu es ébloui parce que tu as tellement de choses, et là, en fait, Exactement. tu veux tout connaître. Ouais. Tu fais de l'omniscience, on appelle ça. Tu vois, Mm. on veut tout savoir sur tout. Moi, des fois, je suis pris un peu dans cette tourmente, tu vois. Je suis Et je suis d'accord avec obligé de toi. sélectionner parce qu'on a trop de choix. Toi aussi. Ouais, je suis d'accord. Et comme tu dis, tu en trouves des portes et tu te dis, oh, mais il y a ça aussi, et puis il y a tel Oui, sujet. Mais au final, c'est une globalité. c'est une globalité. On appelle ça la transversalité. Ouais. Tu vois, les gens comme nous qui ne sont pas des spécialistes dans un domaine, on a peut-être des, pré- euh, Des affinités. des affinités Ouais. ou des aptitudes, tu Ouais. vois, dans tel et tel domaine. C'est nos points forts, il faut les travailler. Mais après, il faut regarder après tout autour. Tu Mhm. vois, cette transversalité, aujourd'hui, moi, tu vois, je parle toujours de musique, peu importe les postes ou quoi, parce que je raccroche une anecdote, je me raccroche à quelque chose, si tu veux, qui est parce que la musique m'inspire. Tout à Et fait. donc, voilà, ça donne un peu aussi une originalité, mais tout ça, ça reste cohérent. Parce que quand tu as une vision uniquement d'un spécialiste, tu vois pas tout ce qu'il y a autour. Et comme tout est multifactoriel aujourd'hui, Mm. on peut pas dire la société va pas à cause du président de la République. Non, voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça, tu vois. Donc, il faut avoir une vision qui soit beaucoup plus large. La géopolitique, comment est créée la monnaie. Voilà, tu sais que l'argent aujourd'hui, c'est que de l'argent virtuel. Tu même pas 10% d'argent fiduciaire Ouais. en monnaie, vraiment, tu vois, que les banques sont endettées, je crois, à 1000 fois leur dépôt. C'est un truc juste incroyable, comment les ont pu. Et ça, tu as des gens qui te racontent ça en plus qui parlent bien, c'est Tout à des fait. raconteurs d'histoire qui sont super compétents, et chacun est spécialiste, tu vois, et il faut aller, tu vois, aller butiner, voilà, comme un petit colibri de Pierre Rabhi, quoi. On va Exactement. prendre le petit colibri de Pierre Rabhi, tu vois, pour au lieu qu'il éteigne la forêt, parce que en fait, à la fin de l'histoire, Pierre Rabhi ne nous l'a pas raconté, mais le petit colibri meurt. Tu sais, parce qu'il est épuisé, en fait. Oui, c'est ça. Donc, les petits colibris, maintenant, on va butiner, tu vois, un petit peu de partout. Et puis, comme ça, on va avoir une connaissance un petit peu plus globale. Et tu vas voir que tout après s'imbrique. Tout Totalement. s'imbrique, quand même, c'est génial, c'est Mm. magnifique. Et puis ça, c'est en fait, moi, j'aime me coucher plus intelligent que je me suis levé, tu vois. Exactement, c'est avoir Enfin, l'intelligence, c'est l'objectif pas juste, enfin, d'apprendre l'intelligence, quelque chose par c'est jour. peut-être pas le bon mot, faire attention à la sémantique, mais c'est d'apprendre quelque chose. Ouais. Même un mot. Mm. Tu vois? Et après, ne pas te dire, ouais, j'emploie un mot par jour. Non, non, déjà, il faut que tu l'emploies, ce mot-là. Donc, tu vas l'employer, tu vas le mettre dans plusieurs contextes ou apprendre des punchlines. Il y a plein de Bien punchlines dans sûr. mes livres. Tu vois, je me suis inspiré de Twitter. Des trucs qui claquent, tu vois. Mm, mm. Aujourd'hui, on vit dans la société du spectacle. On préfère s'instruire, on préfère se distraire plutôt que s'instruire. Voilà, boum, une punchline, et puis tu peux la ressortir et argumenter autour de tout ça. Et Ouais. c'est passionnant. Ouais, bah Ouais. merci beaucoup en tout cas. Bon, on n'a pas
eu le temps de parler de tout ce qu'on voulait parler, mais Je c'est pas t'avais grave. dit. Tu Moi, j'ai reviendras. passé un super moment en tout cas. Moi aussi, merci beaucoup. Très agréable. Et en tout cas, pour ceux qui n'ont pas lu les livres, vous devez les lire. C'est C'est le obligatoire. cœur de mon métier. Je Et suis ouais, fier de mais ces livres. C'est de franchement, beaux ils livres. sont absolument géniaux. Et c'est ce que je disais à Gilles en off. À chaque fois que je les rouvre, j'ai envie de les relire. Donc, Hit 1 et Hit 2, je mettrai en dessous le podcast un lien pour aller les acheter. Et sur ton Instagram et ton podcast aussi, qui vient de sortir. Oui, je commence à faire aussi des podcasts parce que le podcast c'est agréable parce que là on privilégie vraiment le fond plutôt que la forme, tu vois. Mm. Et il faut être aujourd'hui multiplateforme. Et puis, Exactement. puis c'est agréable de parler. Moi j'aime bien la voix. Et puis là, on a bien parlé en plus. Ouais, merci à toi. Merci beaucoup, Gilles. Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre une note ou à le partager. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.